Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au sommaire de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus et on roule tout de suite pour les infos. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et Philippe Guiogou est le nouvel évêque de Guadeloupe. Parmi les 3 candidatures proposées, c'est la sienne qui a été retenue par le pape. Il quitte donc ses fonctions de vicaire général en France hexagonale pour revenir sur sa terre natale dans quelques temps. En attendant son arrivée, David Macaire demeure administrateur apostolique. On l'écoute. Avec le Monseigneur Philippe, quand il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle il y a quelques jours, très peu de jours, je lui ai dit, ce serait bien, comme on sera réunis aujourd'hui, il y aura la messe chrismale avec les prêtres, c'est le début de la Semaine Sainte, en plus je serai en Guadeloupe pour cette occasion, ce serait bien de pouvoir choisir cette date. Comme ça nous donnera une Semaine Sainte un peu particulière pour préparer cette arrivée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de consultations. Le nonce, Monsieur Noa Choukrou, c'est l'ancien nonce de Trinidad, donc ça dépend de la nonciature de Trinidad, même si, pour le coup, Monseigneur Guiogou, il était jusque-là vicaire général en France, donc c'est le nonce de Paris, certainement, qui a dû lui annoncer la nouvelle, puisque par proximité géographique. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup consulté des laïcs, des prêtres, des religieuses, il y a eu de grandes consultations, et puis, à partir de cela, c'est le Vatican qui fait son travail. À partir des noms, il cherche. Puis il y a une belle enquête qui est faite sur chaque nom possible. Et on envoie 3 noms au pape. Voilà, ça c'est la tradition. Et le pape reçoit 3 noms avec un dossier derrière et bien sûr des explications. Et c'est le pape qui choisit à la fin. Monseigneur Philippe viendra nous visiter au cours du mois d'avril. Il faut qu'il finisse aussi les fonctions parce c'est une grosse pointure, si j'ose dire, dans son diocèse. Quand on dit une grosse pointure, c'est quelqu'un qui rend beaucoup de services à son évêque, au peuple de Dieu. Et donc, du coup, il faut quand même qu'il ait le temps de passer tous les services. Il ne peut pas être disponible du jour au lendemain. Donc, la nomination tombe aujourd'hui, mais il va prendre son temps pour qu'il arrive. Donc, je reste votre administrateur encore quelques semaines. Non, ce ne sera pas sans regret. Non, vraiment pas. Ça sera avec beaucoup de bonheur parce que je crois que Philippe Guiogou est un homme selon le cœur de Dieu, certainement, mais selon le cœur de la Guadeloupe aussi. C'est un Guadeloupéen, né ici, a grandi ici, ses parents sont ici. Voilà, il est devenu prêtre dans le diocèse de Seine-Saint-Denis où sa foi a grandi quand il était jeune adulte. Mais voilà, c'est un homme selon le cœur de la Guadeloupe. Et là, vous serez heureux, et lui aussi, je crois, je l'espère. Moi j'ai goûté à ce bonheur, je suis aussi en Martinique bien entendu, mais j'ai goûté à ce bonheur de visiter les communautés en Guadeloupe, dans les îles du Nord ou dans le cœur de la Basse-Terre ou de la Grande-Terre, de vivre des moments difficiles aussi, ça soude des liens. Il y a aussi les équipes qui m'ont entouré à l'évêché, il y a vraiment des équipes fortes, soudées, ferventes, et prête à affronter des difficultés, mais aussi à créer de belles joies. Et donc j'ai vécu tout ça, donc le cœur sera là, mais c'est avec beaucoup de bonheur que j'apprends cette nomination. Et après 4 mois de négociations, la convention Cannes 2023-2028 a finalement été signée par l'État, le conseil départemental, la chambre d'agriculture et les représentants des industriels et planteurs de l'interprofession Iguacan. Les soutiens effectivement de l'État et de l'Europe s'élèveront annuellement à 55,6 millions d'euros, dont 27 millions pour les planteurs et 28,6 millions pour les industriels. La rémunération du planteur passera donc de 84 euros 33 centimes la tonne livrée à un maximum de 113,33 euros pour la Guadeloupe continentale. Et pour Marie-Galante, la tonne passe donc de 71,84 euros à 100,84 euros, soit des augmentations de 29 euros. Et des avances sur l'aide à la garantie de prix seront également mises en place dès le début de la campagne sucrière pour assurer une trésorerie aux planteurs.
Et on part sur le front social avec cette mobilisation des parents d'élèves de l'école de Vieux-Fort. Ces derniers dénoncent la vision purement comptable du rectorat qui, suite à une baisse d'effectifs, s'empresse de fermer une classe. Une inquiétude pour les parents qui craignent à terme la fermeture carrément de l'établissement. Regardez. Nous sommes mobilisés aujourd'hui parce qu'il y a un projet, d'ailleurs ce n'est même plus un projet puisque le rectorat a déjà acté la fermeture d'une école, d'une classe ici à Vieux-Fort. Vieux-Fort, c'est une petite commune où il fait bon vivre. Et le fait de fermer une classe va entraîner des classes à double niveau. Nous en avons déjà, mais des classes à triple niveau. Vous comprenez que pour l'avenir des enfants qui sont scolarisés à Vieux-Fort, ce n'est pas une bonne chose. Notre mobilisation consiste vraiment à nous battre pour que notre petite école vive le plus longtemps possible et qu'il y ait de l'attraction, qu'il y ait des gens qui viennent s'inscrire et qu'aujourd'hui, on nous a déjà fermé 2 classes. En fait, l'objectif est de fermer des classes et nous, on veut se battre pour que l'école survive. Nous savons, de par l'expérience et de ce qui nous est rapporté par certains enseignants eux-mêmes, que des classes à triple niveau, ça n'est pas bon, ça n'est pas bénéfique pour les élèves. Donc nous voulons une école de qualité. Il fait bon vivre à Vieux-Fort. Nous souhaiterions que notre classe reste ouverte et que d'autres parents nous rejoignent. Et c'est un peu partout comme ça en Guadeloupe, mais la vision du rectorat n'est pas la nôtre. Le rectorat a une vision purement comptable. Ils se disent qu'il y a des élèves qui vont peut-être partir et que les classes n'auront pas suffisamment d'effectifs. Mais ils ne prennent pas en compte la vision humaine de la chose. Nous voulons que l'école reste ouverte parce que pour nos enfants, et aujourd'hui c'est une classe qui ferme et demain, ce sera peut-être l'école qui va fermer. Donc non, il faut qu'on se mobilise et c'est ce que nous on fait aujourd'hui à Vieux-Fort et nous allons continuer à nous battre. Nous disons aux gens, levez-vous, partout où il y a des problèmes, faites-vous connaître, faites voir qu'il y a une réalité qui est tout autre que celle du rectorat. La municipalité est tout à fait à 100% avec nous, puisque sans école, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de vie. Et pendant les vacances de Pâques, 14 établissements scolaires de l'archipel accueillent les enfants pour les vacances apprenantes. Regardez. Tout le monde est volontaire, que ce soit les élèves ou que ce soit les équipes encadrantes. On fait aussi appel à des intervenants extérieurs, comme l'artisan qui a travaillé sur les calebasses au départ pour les préparer, pour pouvoir ensuite les décorer. Et ce sont différentes disciplines qui peuvent être utilisées dans ce cadre. Ici, on est évidemment sur les arts plastiques, mais c'est le développement durable, c'est tout ce qui est sciences et vie de la terre, c'est le sport, c'est le français, ça peut être les maths. Donc on a tout un ensemble d'actions, puisqu'on a 14 établissements sur l'académie qui sont mobilisés autour de ces vacances apprenantes. Alors le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va dessiner sur des calebasses et des galets et produire une BD pour promouvoir le développement durable et pour montrer qu'on n'a pas besoin d'importer des trucs jusqu'en Chine et qu'on peut utiliser des trucs de chez nous. Et pour exemple les calebasses, on a fait en sac. Lorsqu'on habite en Bertrand, c'est une commune isolée, loin de tout. Le premier centre culturel se trouve à 30 km par exemple. Les familles n'ont pas toujours l'occasion de faire sortir les enfants. Si bien que, je prends un exemple, on a des enfants qui ne connaissent pas le pont de l'Alliance. Donc notre programme toute l'année, c'est de faire découvrir aux élèves leur environnement. C'est-à-dire dans ce collège, on ancre l'enseignement dans l'environnement. C'est vrai qu'il y en a certains qui viennent juste pour demain parce qu'on va faire un petit peu d'activité comme tout le monde adore. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, c'est agréable de faire ce qu'on aime, quoi. Et voilà, c'est pour ne pas s'ennuyer quand on est chez soi aussi. Il faut rester avec ses amis, même si on ne peut pas tout faire dans le collège, mais au moins faire des activités avec nos amis, partager ce qu'on a avec, ce qu'on fait. Moi, c'est parce que j'aime bien la peinture, tout ce qui est dessin, créativité. Aussi, demain, on va faire du kayak à Morne-à-l'Eau. Moi, c'était pour pas rester sur les écrans parce que
Ici, on est avec la nature, on peint avec nos amis. Et forcément, à la maison, pendant les vacances, on reste sur les tablettes, les téléphones et c'est pas très pratique. En fait, ce sont les établissements qui déposent des projets et font des demandes de financement, puisqu'on a des budgets qui sont dédiés autour des vacances apprenantes. Et là, ça nous permet évidemment de venir en soutien et d'organiser ces différentes activités. Un reportage de Charlie Dagonia. Retour maintenant sur le séminaire du dispositif Média Jeunes au Gosier. 6 jours durant, les participants ont effectué des rencontres avec l'État, les collectivités majeures, les médias et le monde associatif. Un brainstorming autour d'idées fédératrices pour la Guadeloupe. Le reste en images. Alors ça a été un séminaire très constructif. Nous avons pu faire des rencontres avec les autorités, donc nous avons eu des séances de travail avec des représentants de la région, des représentants de Cap Excellence, de la Dragesse. Bon, ils ont pu venir avec nous, discuter avec nous on a pu échanger sur les projets de tout un chacun pour voir comment ils pouvaient faire pour nous aider et nous aussi de notre côté, comment on peut faire pour les aider dans leur mission. Donc il y a eu cette partie-là, il y a aussi eu les échanges avec les médias. Donc nous avons pu faire des plateaux télévisés, comme vous le voyez maintenant à présent. Et nous avons aussi eu des formations donc, pour pouvoir travailler ensemble lors de nos prestations associatives ou autres. Un projet qui m'a beaucoup plu, c'est celui d'un jeune en association qui travaille avec Erasmus. Et du coup, lui, son projet, c'est de faire voyager les jeunes de la Guadeloupe à travers les Antilles. Et je trouve que c'est important parce que, bon, on a nos petites îles à côté, mais voyager à la Dominique, à Trinidad, c'est assez important de connaître, tout simplement, de voir les autres îles qu'il y a autour de nous et de découvrir. Et ils proposent des voyages gratuits pour les jeunes et j'ai trouvé ça super intéressant. Ce séminaire est extrêmement riche. Riche humainement, riche techniquement, riche scientifiquement. Et c'est sur ce dernier point que je m'appesantis dans le cadre de mes travaux de thèse. Il y a une expertise jeunesse dans ce réseau qui permet la traduction en action de politiques publiques qui sont parfois très difficiles à mettre en œuvre. Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, je vais incorporer cette expertise empirique, donc qui relève de l'expérience, de la pratique, mais qui n'est pas théorisée, mais justement sous une forme scientifique, intelligible par n'importe quel membre de la communauté scientifique de la science politique. Ce qui permettra en fait, au-delà des personnes qui mettent en œuvre, qui appliquent, qui anime ce réseau, de reproduire sur l'ensemble des Outre-mer, en adaptant cette expertise à l'ensemble des unités territoriales composant notre territoire, de manière à ce que la parole de la jeunesse soit entendue. Un reportage d'Olivier Félix. Et chaque mois, la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre organise une réunion publique sur l'un de ses territoires. Et après Morne-à-l'Eau, qu'est-ce que je raconte après Petit-Bourg, c'était au tour des Lamentinois d'interpeller les décideurs. Regardez. Je suis venue dans la réunion pour ça. Hein? Oui, madame, je comprends que vous puissiez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, puisque je suis le premier à ne pas être d'accord avec ce dispositif. Et je le vois régulièrement. Oui, c'est un moment de partage, d'échange avec la population, très intéressante. Bien sûr qui a débordé le cadre de la CNBT, des compétences de la CNBT, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir échanger avec la population sur les sujets qui les intéressent. Donc on a vu beaucoup de sujets qui les intéressent. Bon, la question de l'environnement, bien sûr, la collecte des déchets, bien sûr, la question des transports particulièrement, et puis la question de l'éclairage public. En fait, tout ce qui participent à la vie des gens au quotidien, c'est ça qui les intéresse, apporter des améliorations. Donc ils ont eu des réponses qui ont pu satisfaire, d'autres réponses qui étaient un peu plus compliquées des fois, parce qu'il faut rester dans un cadre, bien sûr, qui est un cadre réglementaire. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer les choses et de faire comprendre que nous sommes engagés
à la fois la commune, à la fois la CNBT, à la fois la région, à la fois le département, dans des dynamiques où il faut travailler ensemble pour le bien sûr de la population. Je pense que le message est passé. Et c'est ça qui est important. Il faut rappeler que c'est dans un cycle que nous avons mis en place depuis le mois de février pour que chaque mois je puisse être à l'écoute de la population du Nord-Bastère. Nous avons commencé à Sainte-Rose au mois de février, aujourd'hui au Lamentin. Nous allons poursuivre sur les autres villes. Je remercie cette collaboration avec la ville du Lamentin, mais surtout remercier aussi les administrés qui ont fait le déplacement. Ces échanges-là, ce sont des échanges qui sont importants pour pouvoir expliquer les choses. Et les gens ont besoin d'entendre des explications. Parce qu'ils ne sont pas toujours au fait de la réglementation, ils ne sont pas toujours au fait des projets même qui sont en cours, et ils ne sont pas toujours au fait, effectivement, des difficultés qu'on pourrait rencontrer pour réaliser tel ou tel projet. Mais quand on explique, les gens comprennent. Donc en ayant une réunion comme aujourd'hui, cela permet de voir quels sont les points sensibles et la nécessité d'adapter ou d'amender ou de renforcer nos politiques publiques. On sait qu'on veut que le territoire du Nord-Bastère soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc d'où cette nécessité que nous arrivions à régler définitivement ces problèmes d'encombrement, de tri. Et on va mettre en place une très forte communication dès le mois d'avril pour que chaque administré puisse connaître les jours de passage et aussi quelle est la démarche à faire. Trois-Rivières s'engage à devenir une destination bleue d'avenir. Cette certification repose sur un projet de développement qui vise à créer une économie de la mer en collaboration, par exemple avec les Saintes ou encore des territoires de la Caraïbe. Et pour mener à bien son ambition, la municipalité s'adjoint les services d'Odyssea, un groupement européen spécialisé dans le tourisme et la croissance bleue. Le reportage. Je crois que c'est la première innovation de la certification Ville et Territoires Bleus d'avenir, c'est de construire un projet de territoire que le Trois-Rivières est en train de travailler avec des projets qui me paraissent d'intérêt national, hein, le hub vers les Saintes, l'aménagement du littoral. Donc on voit bien que Trois-Rivières est en capacité d'innover, d'amener des solutions exemplaires. Donc un des premiers enjeux, c'est de positionner Trois-Rivières, bien sûr, sur la basse terre, Grand Sud Caraïbes, dans son agglomération, sur la stratégie nationale et européenne. Donc on va bien entendu faire remonter des projets d'intérêt nationaux, voire européens, qui ont été présentés ce matin. Et donc on va bien sûr amener, comme il se doit, les initiatives, les innovations qui se passent ici à Trois-Rivières auprès des services de l'État et auprès de la Commission européenne. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à ce beau projet de développement pour le territoire de la Guadeloupe. Alors c'est vrai que sur Trois-Rivières, comme nous l'avons dit, c'est une Trois-Rivières dans sa diversité patrimoniale, dans sa diversité des quartiers, dans sa diversité aussi avec ses seniors, avec les jeunes, avec tous ceux et toutes celles qui veulent faire battre le cœur de cette commune. Mais nous savons que Trois-Rivières, elle est toujours ouverte sur les îles des Saintes. Donc c'est une Trois-Rivières ouverte sur la Caraïbe, une Trois-Rivières qui se développe. C'est aussi un Sud-Bastère qui rayonne et c'est une Guadeloupe tout entière qui gagne. On voit bien qu'à Trois-Rivières, berceau des Amérindiens, berceau de la culture, ici tout est fait pour que cette économie bleue se développe, crée des emplois et valorise un nouveau tourisme, une nouvelle économie qui a du sens et qui amène une vraie valeur ajoutée à la qualité de vie de la population locale. Quand on parle de développement de territoire, c'est bien entendu un développement culturel, patrimonial, mais aussi et surtout un développement économique. Parce que derrière chaque entreprise, ce sont des familles, ce sont des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir nous donner les moyens avec le groupement Odyssea pour que toutes ces réalisations, pour que tout ce que nous avons prévu puisse avoir un impact positif sur l'emploi de la jeunesse, un impact positif sur l'emploi en général et faire en sorte à ce que cette ville de Trois-Rivières soit un véritable bastion, un véritable ancrage de l'emploi de demain. Donc que vive Trois-Rivières, que vivent nos entreprises, nos associations, nos quartiers et qu'ensemble nous puissions continuer à travailler.
Le Memorial Act accueille le premier symposium sur les maladies rares et notamment le lupus. Très méconnue, cette pathologie est mise en lumière par l'association Lupus Guadeloupe qui aide les personnes atteintes à améliorer leur prise en charge. Avec un seul médecin interniste disponible, compliqué d'être soigné correctement sur l'île. Regardez. L'association a été créée justement par un petit groupe de malades. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure qui accompagnait les personnes atteintes et elle a été créée depuis juillet 2014. Aujourd'hui, on se retrouve à près de plus de 50 d'adhérents. Nous nous retrouvons en difficulté de prise en charge avec un seul médecin interniste qui est situé sur le BCHPT à Basse-Terre, d'où ce symposium pour qu'on puisse améliorer cette prise en charge, ce diagnostic et ainsi le suivi d'une personne auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est une maladie où le système immunitaire est malade et au lieu de nous défendre contre les infections, il va attaquer certains de nos propres organes. Le lupus en particulier, c'est ce qu'on appelle une maladie systémique la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer à potentiellement tous les organes. Elle peut toucher tout le monde, mais c'est beaucoup plus fréquemment des femmes, 9 fois sur 10 c'est des femmes, et beaucoup plus fréquemment, l'âge de début, c'est vers 20-25 ans. Alors on a eu la chance en France de bénéficier des plans maladies rares. Et donc on a réussi à organiser, à créer des réseaux qui permettent à la fois de prendre les patients en charge de manière relativement précoce, avec des spécialistes qui connaissent bien ces maladies, puisque c'est des maladies rares. Et grâce à ça, après, on a un suivi qui permet de diminuer les poussées de la maladie, d'éviter les effets indésirables des médicaments ou les complications de la maladie. Ces maladies chroniques, on ne sait malheureusement pas la guérir, mais il y a des traitements et il faut absolument se faire soigner parce qu'on peut maîtriser la maladie. On a des traitements plus légers et d'autres beaucoup plus agressifs, et en fonction de l'atteinte, en fonction de la puissance de la maladie, on va traiter plus ou moins fort. Il n'y a pas un dépistage, ce n'est pas une simple prise de sang, il faut une consultation avec éventuellement des analyses derrière, donc il faut voir en premier lieu le médecin traitant qui pourra avoir, si nécessaire, réorienter vers une consultation spécialisée pour faire le diagnostic ou envisager d'autres diagnostics éventuellement. Il n'y a pas de raison qu'en Guadeloupe, il n'y ait pas de moyen de faire les diagnostics. En plus, la maladie, elle est beaucoup plus fréquente qu'en métropole, donc il y a une vraie demande, quoi. Tous les troisièmes vendredis de chaque mois, le boulevard Égésip, les Ibéné à Sainte-Anne se transforme en piétonne. Et pour la première édition du boulevard, une trentaine d'exposants ont répondu présent. Le reste en images. C'est véritablement une organisation qui s'appelle Boulevard, c'est-à-dire que ce soir, et ce sera ainsi le troisième vendredi de chaque mois, sur le boulevard Égésip-Ibéné, on va transformer cette allée piétonne, qui devient piétonne, en un vaste champ d'exposition artistique. Ainsi donc, ce soir, il y a une trentaine d'artisans, d'artistes. On y trouvera l'art, les gens travaillant du bois, travaillant tous les métaux, l'art culinaire. Vraiment, tous les artistes ont leur place ici. Au niveau de la municipalité de Sainte-Anne, nous avons décidé de faire de la culture vraiment un levier de développement économique, vraiment le potomitan, le pilier de la gestion municipale. Alors, important pour nous, parce que c'est une manière de sortir l'art de tout ce qui est enfermement, libérer l'art en quelque sorte, permettre aux artistes de montrer leur savoir, leur savoir-faire. Il faut qu'on ait une visibilité. Après les 2 ans de pandémie qu'on a eu, c'est bien que la municipalité de Sainte-Anne organise ce genre de manifestation pour faire savoir qu'on est encore là. Après, il faut que ça soit pas que cette commune-là, il faut que ça soit toutes les communes qui puissent aussi nous faire montrer, enfin même nous, montrer nos produits. Donc si toutes les communes puissent se faire la même chose, ce sera idéal. Ouais. Cette manifestation, ça nous sert à être vus et à voir aussi ce qui se passe autre part et qu'est-ce que font les autres aussi. C'est un espace de convivialité intergénérationnelle, interethnique. Vraiment, nous faisons ce soir de ce boulevard un lieu de diffusion de culture, d'expression culturelle, d'enrichissement mutuel. Et déjà, je crois que c'est un succès indéniable parce que les premières minutes, il y a déjà une foule considérable et il y a, je le répète, une trentaine d'artistes, d'artisans qui sont là, qui sont venus exposer, montrer leur savoir-faire.
des images signées Maxime Morel. Et on enchaîne avec l'ouverture de la 31e fête du crabe de la ville de Morne-à-l'Eau. Et hormis le crustacé en toute sauce, il sera question d'histoire, de culture et de patrimoine. Pour le sociologue Franck Garin, c'est une occasion pour se pencher sur l'apport des Amérindiens, Africains, Européens et Indiens dans notre société. Le reste en images. La soirée d'ouverture, elle a été consacrée d'abord au vernissage d'une exposition qui a été réalisée sur les liens caribéens, parce que c'est le thème de la fête. Et ensuite, donc, après avoir visité l'exposition, nous avons assisté à une conférence qui est donnée par des chercheurs sur le lien Caraïbe à travers l'histoire et à travers l'archéologie. Eh bien signifier le thème, dire ce que c'est. Nous sommes caribéens, pourquoi le sommes-nous, d'où cela vient-il, qu'est-ce que notre civilisation a produit de particulier, quels sont les apports des Amérindiens, des Africains, des Européens et des Indiens dans ce que nous sommes. La fête du crabe, elle a 31 ans cette année. C'est une année de transmission et de transition. J'ai un message pour les jeunes de ma génération. Revenez à la maison parce qu'il y a énormément de choses à faire et tout est possible par nous et pour nous. La fête, c'est un moment de rassemblement, bien évidemment, mais la fête aussi, c'est l'occasion, à partir de thématiques choisies, de thématiques dédiées, de pouvoir s'interroger dans un pays comme le nôtre qui est en quête de sens. Les temps forts, demain, on se retrouve à Duval, Petit Canal, pour une journée qui s'intitule « Mon jardin sur mon balcon ». L'objectif est de pouvoir montrer à chacun qu'il est possible de pouvoir cultiver chez soi sans pour autant avoir un parcelle de terre. Et pour cela, on aura pas mal d'activités et d'ateliers à proposer, comme comment jardiner avec le compost, tige en santé également. Il sera aussi possible de pouvoir faire de la culture de riz chez nous. Il y aura également la vente d'arbres fruitiers tropicaux, de pays tropicaux et de pays tempérés comme la pomme, le raisin, etc. Il sera aussi possible de même pouvoir apprendre à pouvoir cultiver sur des boutures de la vanille, du poivre noir avec l'agroforesterie. Pas mal d'activités autour de l'autosuffisance chez soi. Et l'objectif est de pouvoir montrer tout à chacun, les grands et les petits, qu'il est possible d'avoir son jardin sur son balcon. Ludovic Tolassi et sa société HMS organisent des opérations de nettoyage pour la période de Pâques. L'occasion de sensibiliser la population sur la préservation du littoral. Le reportage. C'est la 4e édition de cette année. Donc c'est une façon pour nous de pouvoir mettre des actions en place. Parce que quand on travaille dans le domaine de l'environnement ou du nettoyage, il faut savoir aussi faire de la prévention. Donc c'est une façon pour nous de contribuer de manière bénévole, de mener des actions, de pouvoir montrer les bons gestes, de faire du tri, pour montrer aux gens aussi que le littoral, on peut camper, mais en mettant des dispositifs en place. On sait qu'en ce moment, beaucoup de collectivités ont fermé l'accès des plages par rapport aux campeurs, etc. Mais je pense qu'en mettant les bons dispositifs, on peut aussi gérer la présence des campeurs et mener des actions pour pouvoir montrer qu'on sait prendre soin de notre littoral. C'est une très bonne initiative, d'une part parce que nous devrions tout à chacun penser à la Guadeloupe, une propriété qui durera. Et puis, si on doit penser dans la pérennisation, je dirais que les jeunes doivent prendre le relais aussi pour que cette Guadeloupe reste propre. On profite aussi pour faire de la prévention, de distribuer des sacs biodégradables, etc. De façon à pouvoir sensibiliser les campeurs à la préservation de notre littoral, parce que s'il n'y a pas nous qui préservons l'habitat, il n'y a pas d'autres monde qui fait bon. Je suis très sensible à tout ce qui est nature et environnement. Donc pour moi, c'était très logique de venir et de participer. Je trouve ça super qu'on puisse se réunir et que tout le monde s'entende bien et qu'on rigole ensemble. On a une 30aine d'agents. Beaucoup d'agents féminins, parce que ce sont des hôtesses de nettoyage qui sont amenées aussi à travailler lors des festivals, des grandes manifestations. Et aussi, c'est un moyen pour nous aussi de faire en sorte que toute l'équipe puisse être sur le même lieu, travailler la cohésion, la communication. Donc c'est une façon de manager différemment. Je leur dirais de prendre un sac poubelle et de jeter leur poubelle chez eux ou dans une déchetterie. Merci. Avec beaucoup de remerciements. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et je recevrai entre autres Véronique Charlos, une jeune illustratrice qui nous parlera justement de sa bande dessinée. Ce sera tout de suite après la coupure pub.